propose de débuter. Merci à tous d'être présents ce matin. Merci à Margot Tellier-Poulain d'avoir accepté notre invitation. On le voit, on l'a vu récemment dans l'actualité et puis déjà avant peut-être aussi, malheureusement, le système de santé traverse une crise à la fois, je dirais, de soutenabilité et aussi de financement. Un déficit de l'assurance maladie pour 2025 était estimé à 22 milliards d'euros. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui était quand même assez alarmiste. Des dépenses de santé qui augmentent constamment, et en particulier sur les maladies chroniques, des tensions aussi sur l'accès aux soins, sur les ressources humaines à l'hôpital, avec justement une prévention et un dépistage qui font l'objet du rapport que l'Institut Montaigne vient de publier et que vous avez rédigé. Ils sont des leviers qui sont vraiment très intéressants pour améliorer à la fois l'efficience justement du système de santé, tout en améliorant la santé des Français. On sait que en particulier, le dépistage permet de détecter plus précocement les maladies, de limiter les formes graves, d'éviter des soins lourds. Ça permet de réduire les coûts de traitement. Par exemple, pour un cancer, le coût de traitement est jusqu'à 4 fois moins cher s'il est détecté tôt. Pardon. On sait aussi que ça permet d'alléger la pression sur l'hôpital en recentrant le parcours de soins sur l'ambulatoire et le médecin traitant. Et donc, heureusement, on notera que la France accuse un retard assez important sur ces sujets, à la fois de la prévention et du dépistage. Pour le dépistage, les taux de participation au dépistage organisé pour les cancers, justement, par exemple le cancer du sein, le cancer du colorectal ou le cancer du col de l'utérus, sont inférieurs aux moyennes européennes. On a une assez faible culture, malheureusement, de la prévention dans la population, chez les jeunes qui se sont très peu concernés par la prévention. Et donc, c'est pour ça que la note qui a été publiée récemment par l'Institut Montaigne, qui s'intitule Dépistage, investissons notre capital santé, nous a semblé particulièrement intéressant parce qu'elle propose 3 axes qui sont structurants pour ces 2 sujets. Le premier, c'est de pouvoir faire du dépistage le premier maillon du parcours de soins et par un outil simple qui serait juste accessoire. Le deuxième, c'est de sortir d'une logique en silo pour aller vers une vision vraiment globale de la santé. Et le troisième, c'est de construire une politique qui soit tout simplement lisible, personnalisée et partagée entre l'État, les professionnels de santé, les citoyens et aussi les entreprises. Et donc, pour en parler, puis pour présenter ce rapport, on a la chance et le plaisir d'accueillir ce matin au Café Nil Margot Tellier-Poulain, qui est l'autrice de cette note et qui est responsable de projet santé protection sociale à l'Institut Montaigne. Et donc, je vous donne la parole pour que vous puissiez donc présenter ce rapport. Et je ne sais pas si vous avez souhaité peut-être nous dire un petit mot sur l'Institut Montaigne en introduction. Bonjour, merci pour cette invitation. Je suis ravie de pouvoir vous présenter nos travaux ce matin. Donc l'Institut Montaigne, en effet, nous sommes un think tank qui travaille sur tous les sujets tant français que internationaux. Et moi, je travaille donc sur les sujets santé et protection sociale au sein des études France, pour lesquelles je suis les différentes notes et rapports que nous publions. Nous avons en effet un grand pan de notre champ de travail qui est la production d'analyses, notes, rapports. Cette note que j'ai faite en début d'année était donc une note d'action qui vise à avoir des recommandations concrètes et opérationnelles pour justement, après avoir fait un constat, aller vers l'action, vers les leviers d'amélioration existants. Peut-être pour vous cadrer un peu le travail qu'on a fait, c'est un travail qu'on a fait sur environ 1 an, avec plus d'une 60aine de personnes auditionnées. On a également fait un sondage qui nous a permis d'avoir des éléments de compréhension sur la réalité aussi du lien qu'avaient les Français avec le dépistage. Un sondage sur un échantillon de 1000 Français représentatifs. Nous travaillons donc avec ce volet audition, le sondage en plus, et après, évidemment, une analyse de toutes les analyses déjà existantes, de tous les rapports et les notes déjà existants. Et sur ce sujet du dépistage, notamment dans le cas du dépistage des cancers, il y a en effet déjà une grande littérature qui existe, de nombreux chiffres qui nous permettent d'ailleurs de faire cette analyse et de renforcer nos réflexions. Une fois que ça s'est cadré et que c'est dit, nous avons donc choisi de travailler sur le dépistage qui fait en fait partie d'une analyse globale que nous avons menée à l'Institut Montaigne sur le sujet de la prévention plus largement. Nous avons fait une première note sur la prévention, une deuxième note sur un besoin de vision long terme en santé pour lequel la prévention était là aussi un des piliers
marquants. Et là, nous allons plus dans la granularité des outils de prévention à travers la prévention secondaire et donc le dépistage. Nous avons voulu travailler sur le dépistage de manière globale, en regardant évidemment les cancers et les 3 campagnes de dépistage organisées, mais aussi d'autres pathologies pour lesquelles des dépistages existent, ou en tout cas des repérages aussi, parce que parfois, par exemple, sur la maladie d'Alzheimer, le terme de repérage est plus précis, et pour lesquels, en tout cas, il y avait un intérêt à réussir assez précocement à pouvoir diagnostiquer une pathologie. Une fois qu'on a regardé ça, on a donc structuré à travers les pathologies en regardant quand les campagnes étaient très structurées, avec les campagnes des 3 cancers, col de l'utérus, colorectal, sein, en se rendant compte déjà que sur ces campagnes, qui sont quand même relativement bien connues, alors à des degrés d'échelon différents, on va dire que cancer du sein est sans doute celui avec Octobre Rose qui est le plus connu aujourd'hui, mais évidemment colorectal avec Mars bleu et col de l'utérus sont quand même des campagnes de cancer connues du grand public avec beaucoup de communication faite dessus et pourtant des chiffres de taux d'adhésion en deçà des objectifs européens. Si on prend le cancer du sein, par exemple, en 2023, c'était 48% de personnes dépistées pour un objectif européen de 70%. Donc, on est bien en deçà. Le Danemark, par exemple, est autour de 80% de taux d'adhésion. Lorsqu'on a regardé ces campagnes, on s'est dit, très bien, si on continue à investir davantage, si on communique davantage, est-ce qu'on réussira à atteindre nos cibles ? Peut-être pas si on ne commence pas à regarder quels sont les freins qui, aujourd'hui, éloignent les Français du dépistage. Ça, c'était pour les cancers. Ensuite, on a voulu regarder d'autres pathologies en se disant que la logique dépistage doit être évidemment analysée à travers le prisme des cancers, mais aussi à travers d'autres pathologies qui peut-être sont parfois un peu délaissées de l'analyse justement sur le dépistage et qui méritent pourtant qu'on s'y attarde. On a donc souhaité regarder le diabète, l'insuffisance rénale chronique, les risques cardiovasculaires, pour lesquels aujourd'hui, on a quand même une communication qui commence, surtout aussi une réflexion sur les liens entre pathologies et comment pouvoir dépister plusieurs pathologies. Et enfin, on a souhaité regarder des pathologies pour lesquelles il y a eu un tabou par le passé ou encore aujourd'hui, pour lesquels on n'a pas forcément eu un investissement massif sur le dépistage, qui pourtant sont intéressants à dépister et pour lesquels on voit des retards diagnostiques. Et là, on a donc regardé l'endométriose, l'ostéoporose et la maladie d'Alzheimer. Le but pour nous était de pouvoir trouver un peu une ligne de crête dans l'analyse en se disant, est-ce qu'on voit des limites à tous ces dépistages et est-ce qu'on peut donc trouver des recommandations, des leviers d'amélioration qui puissent être utiles pour le dépistage de manière générale. Ce qui nous a par la suite amené à regarder justement ces freins. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les Français sont assez éloignés du dépistage, quand bien même ils ont des invitations, c'est gratuit et pris en charge, quand bien même on en parle, il y a de la communication, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les Français ne vont pas vers le dépistage? Et là, on a regardé plusieurs biais, ce qui nous a amené à notamment échanger avec des chercheurs en sciences cognitives, en inégalité de la santé, en psychologie en santé. Et on s'est rendu compte, à travers le sondage notamment, qu'il y avait déjà une peur de la maladie. C'est-à-dire, pour 31% des personnes de catégorie modeste que nous avons interrogées, la peur de l'annonce du résultat était un frein. On voit aussi la peur du protocole. Et ça, c'était pour 1 Français sur 3 interrogés, toutes catégories sociales confondues. La peur du protocole est un frein. Ça peut être lié notamment à une méconnaissance des protocoles, aussi parfois à des informations données par d'autres personnes sur une potentielle douleur, une potentielle difficulté à un certain protocole. Et donc, on a remarqué que cette peur de la maladie du protocole était quand même des freins majeurs à prendre en considération. Ensuite, il y a d'autres biais comportementaux qu'on peut d'ailleurs trouver sur d'autres aspects de la prévention qui sont bien visibles pour le cas du dépistage. On a évidemment le biais du présent, qui fait qu'un Français sur 3 ne se sent pas concerné. Ce chiffre augmente à 1 jeune sur 2 des 18-24 ans. En gros, c'est de se dire, aujourd'hui, moi, je suis en bonne santé, pourquoi j'irais me faire dépister? Là aussi, sans doute, ces deux biais sont liés, c'est-à-dire que je ne vais pas me faire dépister parce qu'aussi j'ai un peu peur de savoir le résultat potentiel. Je me sens en bonne santé, je me considère en bonne santé, quid de demain, après-demain et peut-être dans 2 ans. Le dépistage aussi nécessite une action plurielle, c'est-à-dire on ne va pas agir une seule fois et se faire dépister ad vitam aeternam.
parce que, et c'est important de le dire, nous avons analysé surtout les dépistages de l'adulte et pas dépistage néonatal de pathologies non transmissibles. Parce que pour nous, quand on regardait les pathologies transmissibles, il y avait peut-être des leviers d'action vers le dépistage qui étaient de ne pas transmettre la maladie, qui étaient différents pour des pathologies pour lesquelles on ne peut pas transmettre la pathologie. On a aussi un biais d'optimisme qui est certain, c'est-à-dire qu'on a près de 7 Français sur 10 âgés de 16 ans et plus qui se perçoivent en très bonne santé. Et c'est un chiffre qui est stable depuis 2008. Donc on a clairement des Français qui ont considéré, en général, ont tendance à se sentir en meilleure santé. On rajoute à ça la difficulté à se projeter vers l'avenir et à voir l'intérêt d'une action de prévention pour l'avenir avec la peur de la maladie. On voit déjà qu'on est sur un cocktail qui ne va pas aller forcer les Français à aller vers le dépistage. Ensuite, lors du sondage, on a posé des questions sur des actions de dépistage. Qu'est-ce qui, selon vous, est un acte de dépistage? Et là, on a vraiment remarqué qu'il y avait aussi une mauvaise connaissance du dépistage. La prise de sang n'est pas vue par tous les Français comme une action de dépistage, par exemple. On voit que là aussi, le dépistage peut être un peu flou. On voit que sur les pathologies les plus connues, notamment les campagnes organisées au travers des 3 cancers, on a des actions de dépistage un peu plus connues. La mammographie, l'autopalpation sont plus vues comme des outils de dépistage. Le kit colorectal, là aussi. Par contre, lorsqu'on s'éloigne un peu de ces 3 campagnes, on a moins de connaissances sur le dépistage. Et là, après, on a des publics avec des freins différents. Et ça, c'est aussi très important à analyser. J'irai peut-être plus en détail si vous avez des questions là-dessus. Mais on a un grand public déjà qui nous apparaît essentiel à cibler, ce sont les jeunes. Parce que aujourd'hui, dans les campagnes organisées des cancers, on a le dépistage du cancer du col de l'utérus qui touche les jeunes femmes, mais pas les jeunes hommes, et qui du coup enlève des capacités d'habitude de dépistage que les femmes auront tendance à avoir déjà. Mais sinon, à l'âge, on va dire, entre 18 et 45-50 ans, on a très peu de dépistages formalisés qui vont être davantage du dépistage individuel poussé par souvent le médecin traitant. Et donc, on remarque qu'un jeune sur 2, comme je vous le disais, ne se sent pas concerné et que leur deuxième frein aux 18-34 ans cette fois, c'est le manque d'information. En fait, clairement, le dépistage pour eux est un peu une connaissance, mais pas fine. Et donc, on ne sait pas vraiment pourquoi se faire dépister, quels sont les outils de dépistage, quand le faire, comment, c'est encore un peu flou. Ensuite, on a des disparités territoriales. Et là, ça dépend, souvent, c'est lié aussi à l'accès aux soins de manière globale sur le territoire. On a aussi, pour 37% des catégories les plus modestes, le coût est vu comme un frein au dépistage. Et ça, ce n'est pas vu comme un frein, c'est vu comme un frein pour le reste des répondants en catégorie générale, seulement à 9%. Donc, on voit que pour les catégories modestes, cet aspect du coût est vraiment vu comme un frein, alors même que le dépistage est aujourd'hui majoritairement pris en charge, surtout s'il entre dans un parcours de soins. Et donc là, il y a vraiment encore un levier informationnel clairement à utiliser. Par la suite, et ça c'est notamment le cas pour les personnes salariées, le manque de temps est vu là aussi comme un frein, c'est-à-dire le souhait d'agir est présent, mais l'action est difficile par manque de temps. Une fois qu'on a fait un peu ce schéma global, on a quand même regardé des leviers possibles et je pourrais bien évidemment aller plus en détail par la suite sur ces leviers. Pour nous, une grande problématique qu'on a ciblée dans la note, déjà, c'est le manque d'une culture du dépistage. C'est-à-dire que le dépistage est vu comme un acte très lié à des pathologies et pas comme un acte de santé, pas de soins, de santé. C'est-à-dire un acte de bien-être qui pourrait être comme manger, bouger, comme faire 6 000 ou 10 000 pas selon les chiffres privilégiés, comme faire attention à son exposition au soleil. Voilà, ce n'est pas une action de santé, c'est vu vraiment déjà dans le soin. Et pour nous, créer cette culture du dépistage, elle impose plusieurs gros piliers pour permettre d'une certaine manière, dédiaboliser le dépistage, en tout cas l'extraire de la vision tout de suite de la maladie, et plutôt l'intégrer à une culture de la santé de manière globale. C'est pour ça que nous, cette notion de capital santé était très forte, parce que l'objet, c'est vraiment de rendre compte
aux Français qu'on a un capital santé et que se dépister, c'est investir dans ce capital santé, c'est vouloir être en bonne santé. Pour ça, pour nous, il y a plusieurs leviers importants. Il y a déjà le besoin de faire du dépistage pluripathologique une priorité. Et l'aspect pluripathologique est très important parce que le dépistage, s'il est pensé en silo-pathologie, va de fait avoir on va dire, le Français va avoir des œillères sur ce dépistage en se disant, par exemple, bon, comme je suis un homme, déjà, j'ai, entre guillemets, 2 campagnes de cancer de dépistage bien connues pour lesquelles je me sens moins concernée. Et c'est dommage, parce que la réalité, c'est que plus on aura des habitudes de santé qui ancreront le dépistage dans ces dernières, plus on sera tous concernés par le dépistage du diabète, par le dépistage du risque cardiovasculaire, par le dépistage de l'endométriose, par le dépistage de l'ostéoporose, par le dépistage de plein de pathologies, sans dire que justement il faut se faire dépister de tout. Il y a une vraie notion de juste dépistage qui importe d'avoir une vision globale du dépistage pour connaître pour chaque individu quel est le juste dépistage. Ensuite, il y a un vrai enjeu de communiquer et informer largement sur le dépistage et d'améliorer les connaissances. Ça, pour nous, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, très souvent, on va communiquer autour du dépistage autour de mois dans l'année, par exemple. C'est-à-dire, comme je disais, on a octobre rose, mars bleu, on va avoir November en novembre, et ça va être assez marqueur de moments de dépistage liés à des pathologies. Dans cette même optique d'avoir un dépistage pluripathologique, il nous apparaît essentiel de s'assurer que le dépistage soit pensé, soit communiqué, informe les citoyens tout au long de l'année, et pas lié à des mois, parce que déjà, on n'a pas assez de mois par rapport au nombre de pathologies qui nécessiteraient d'être dépistées, qu'en plus, malheureusement sans doute, on n'a pas de connaissances tous sur l'intérêt, sur la réalité du dépistage, et que donc la proactivité aujourd'hui nécessite forcément de mieux connaître le dépistage. La réalité aussi, et vous le mentionnez très bien, c'est que on est dans un système de santé qui aujourd'hui est assez tendu, tant en termes de financement qu'en termes d'offres de soins. De fait, à l'avenir, avec aussi l'augmentation des pathologies chroniques, il va falloir que chaque citoyen devienne acteur de la prévention, acteur de sa santé, et le dépistage est un très bon moyen d'être acteur. Face à ça, pour nous, il y a aussi un enjeu quand on regarde les différentes barrières qu'on a soulignées précédemment dans la communication, d'extirper le dépistage de la maladie. C'est-à-dire, malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on parle de dépistage, très souvent, les porte-paroles ou les ambassadeurs qui vont parler dépistage vont souvent être des ambassadeurs d'une cause, d'une pathologie, qui, soit eux-mêmes, soit souvent eux-mêmes, parfois un proche, a été diagnostiqué de la pathologie. Le problème avec cette manière de faire quand on parle du dépistage, alors c'est très très bien pour le curatif, expliquer le soin, dédiaboliser sur des pathologies, etc., déstigmatiser aussi. Par contre, lorsqu'on parle de dépistage, le problème, c'est que ça a tendance à lier, de fait, dépistage et maladie. Je me dépiste, je suis malade. Or, un dépistage est majoritairement négatif. Je me dépiste, je ne suis pas forcément malade. Je suis même très souvent en bonne santé et le dépistage me le prouve. L'utilité du dépistage étant juste de le faire au bon moment pour avoir le diagnostic précoce. Et donc là, il y a un vrai intérêt à, avoir des ambassadeurs qui soient des personnes qui font des dépistages, mais qui n'ont pas forcément, qui peuvent avoir eu un dépistage positif évidemment, mais qui peuvent ne pas l'avoir eu. Et aussi, pour toucher les jeunes, il faut absolument aller sur les réseaux sociaux. On sait qu'il y a 96% des jeunes qui s'informent sur les sujets santé sur les réseaux sociaux. Il faut donc aller sur ces plateformes-là pour parler à ces jeunes. Dans cette même optique de communication, pour nous, il y avait un grand enjeu aussi de référencement des pages santé. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'essai, mais si vous allez sur un moteur de recherche et que vous tapez des termes santé, cancer, pathologie chronique, voilà, des termes variés, ça ne va pas forcément être les sites institutionnels qui arrivent en premier. On va parfois même avoir des sites étrangers qui arrivent. Si on fait ce même exercice sur des termes de fiscalité, impôts ou du travail, par exemple, on tombe majoritairement sur des sites institutionnels. Pourquoi c'est important ce référencement des sites institutionnels? C'est parce que ça permet d'apporter une information
vérifiés aux Français. Et ça permet, encore une fois, que le Français proactif pour aller faire de la recherche sur sa santé, sur le dépistage, sur la prévention, sur, de manière globale, les grands enjeux de santé publique, pourra le faire et pourra s'assurer que c'est vérifié. Ensuite, il y a cette notion, cette importance de l'accès aussi du dépistage et de s'assurer que nos politiques de dépistage vont vers les bonnes personnes. Je vous mentionnais ce besoin de juste dépistage. On sait aujourd'hui qu'une consultation d'un médecin généraliste dure en moyenne 18 minutes et que le nombre de motifs pour lesquels les Français vont chez le médecin ont tendance à augmenter par consultation. De fait, on a vraiment moins de temps donné à des enjeux de prévention lors de ces échanges. Il y a les bilans prévention qui ont été votés et qui sont en train d'être mis en œuvre, qui seront des moments d'échange prévention, mais il s'agit de renforcer quand même l'accès au dépistage pour les Français. Et donc ça, c'est vraiment en lien avec l'aspect communication, c'est de se dire, il y a un intérêt à faire du repérage partout, ou en tout cas davantage. Nous, on a envisagé un check santé, c'est-à-dire de se dire, il y a plusieurs aujourd'hui fédérations ou associations de patients qui ont créé des questionnaires visant à faire un repérage de personnes particulièrement à risque sur certaines pathologies. Je vous mentionnais le juste de dépistage, juste diagnostic. C'est ça aussi qui est extrêmement important, c'est de faire ce repérage pour faire petit à petit limiter les personnes pour ne pas faire de dépistage inutile, mais pour savoir les personnes à cibler. Donc ça, c'est déjà très, très important. Ensuite, sur cet aspect d'accès, on sait aussi que des professionnels de santé se sont intégrés aux enjeux de dépistage. On a évidemment le pharmacien avec la distribution des kits de dépistage. L'idée pour nous, c'est aussi d'essayer de voir comment d'autres professionnels peuvent être aussi incités à prendre part, notamment par exemple les infirmières, les médecins spécialistes là aussi, parce qu'aujourd'hui, c'est très souvent entre médecins généralistes et pharmaciens que se joue le dépistage. Enfin, il y a aussi une réflexion importante pour nous sur le cas des plus jeunes et sur la formation des jeunes. Dans cette idée de se projeter vers l'avenir et de se dire qu'à l'avenir, on aura besoin d'avoir des citoyens qui seront acteurs avec une vraie conscience sanitaire, il faut que dès aujourd'hui, on ait des jeunes qui, aient les informations et deuxièmement, puissent se sentir concernés. Et je vous inviterai peut-être après ce Café Nil à échanger tant avec les gens autour de vous, mais aussi avec les jeunes que vous pouvez croiser. Et souvent, c'est vrai que cette première réflexion quand on parle de dépistage, c'est « mais moi, je suis en bonne santé, je ne vois pas l'intérêt ». Et ça, c'est très important parce que le dépistage, de fait, appelle à l'action de citoyens qui n'ont pas de symptômes, qui, du coup, se considèrent en bonne santé. Et donc, pour nous, il y a un besoin d'aller former les jeunes. Le moment ou l'échéance qui nous a semblé très utile, c'est justement la journée défense citoyenneté, parce qu'elle arrive à un moment où on passe du cocon familial, où souvent la prise en charge de la santé est faite par les parents, à un moment d'émancipation, d'indépendance et une grande période de vie où on n'aura pas forcément des habitudes de santé et où il va falloir se créer soi-même ces habitudes parce qu'on n'a plus forcément de vaccination obligatoire, on n'a pas forcément de rendez-vous à des moments clés, outre les bilans prévention, et que donc il faut créer ces habitudes parce que c'est prouvé, plus on a des habitudes de santé, plus on a l'habitude d'aller se faire dépister, plus on va se faire dépister. Enfin, dernier petit élément sur lequel on a voulu aussi regarder, mais encore une fois, j'ai d'autres éléments et je serais ravie d'aller plus en détail selon vos questions. Comme je vous le disais, les Français ne sont pas un pack homogène pour lesquels une politique publique en santé va permettre d'avoir tous les Français à bord. De fait, on voit qu'il y a des sous-groupes. Je mentionnais les jeunes, on peut mentionner évidemment déjà des pathologies différentes entre genres, c'est-à-dire que quand on parle d'endométriose ou d'ostéoporose, on est sur des pathologies féminines, l'ostéoporose majoritairement, pas uniquement évidemment. Donc déjà, on a les jeunes, on a aussi des barrières de catégorie socio-économique, je le mentionnais, on voit que les personnes les plus éloignées du soin sont aussi les plus éloignées du dépistage, et de fait, il faut penser les politiques de santé en ce sens. Là, si on regarde, l'Institut néerlandais Pharos, qui est le Dutch Center of Expertise of Health Disparities, travaillent, eux, à s'assurer de l'adhésion des publics qu'ils ciblent pour s'assurer de l'égalité dans la prise en charge, dans la prise en compte de la politique de santé.
Et ça nous paraît extrêmement important. Pour nous, les sciences comportementales, l'analyse que nous avons faite et qui mériterait d'être encore évidemment poussée et renforcée, de mieux comprendre les freins, les bloquants, parfois aussi, qu'est-ce qui va pouvoir motiver un Français à aller se faire dépister, c'est essentiel pour créer des politiques publiques qui vont par la suite trouver leur cible et pour augmenter les taux d'adhésion. Penser que les Français sont avec tous les mêmes freins ou bien sont des personnes qui juste ne veulent pas se faire dépister, c'est faux. La réalité est bien plus complexe et nécessite qu'on la regarde comme telle. Enfin, il y a évidemment une réflexion sur l'incitation des comportements vertueux. Ça peut être à travers une analyse, une information donnée sur les coûts de la santé, sur le gain aussi pris par la prévention et le dépistage notamment. Vous le mentionnez en préambule. C'est des réflexions pour nous qui mériteraient d'être renforcées, d'avoir une vraie analyse que nous n'avons pas pu faire au sein de cette note et pour lesquelles nous privilégions une mission qui vise à comprendre comment les incitations peuvent être utiles sur les enjeux de santé publique. Il est 9 heures, j'avais promis de m'arrêter sur ma présentation à 9 heures, mais je suis évidemment disponible pour toute question. Merci beaucoup pour cette présentation. On va maintenant passer à la séquence des questions et réponses. Donc, vous avez la possibilité de lever la main et de prendre la parole. Avant de donner la parole, j'avais une question à vous poser. En fait, on voit dans ce que vous disiez que le principal frein, en fait, c'est surtout la peur de la maladie, la peur du protocole du dépistage. Et donc, on a surtout des biais comportementaux. Et donc, vous aviez bien insisté sur l'importance de changer de culture, enfin, du moins, d'avoir une culture du dépistage qui soit renforcée avec la responsabilisation du public. Mais est-ce que quelque part le fait d'insister particulièrement sur la responsabilisation du public, est-ce que c'est suffisant en fait? Est-ce que une politique d'aller vers serait pas plus efficace d'une part, et d'autre part, dans ce cadre-là, vous avez évoqué le rôle des professionnels de santé, en particulier du pharmacien et puis du médecin traitant. Comment faire en sorte que ces deux catégories de professionnels de santé qui sont vraiment au contact des patients au quotidien et soit un vecteur encore plus important pour justement la sensibilisation au dépistage? Alors, tout d'abord, complètement, c'est-à-dire que la responsabilisation et ce terme est aussi varié dans ce que ça veut dire. C'est aussi pour nous l'information, la formation. C'est pas juste de dire aujourd'hui vous êtes responsable de votre santé. C'est vraiment donner aussi envie aux Français de prendre part à la préservation de leur capital santé et leur faire comprendre que c'est d'abord et avant tout pour eux et que le dépistage est simplement de déterminer si oui ou non, déjà aujourd'hui, nous avons des indicateurs, marqueurs d'une potentielle pathologie. Et donc déjà, comprendre ça, c'est une première barrière à enlever. C'est-à-dire, une fois que les personnes verront le dépistage comme une action simple de santé pour s'assurer qu'on est en bonne santé et ne le verront pas comme peut-être cette montagne qui nous amène forcément, ou ce pont qui nous amène forcément vers la maladie, déjà on y arrivera. Par contre, évidemment, le aller vers doit être renforcé. On a cette réflexion en se disant, de toute façon, il faut renforcer le dépistage partout. Dans presque toutes les pathologies, on voit soit des diagnostics retardés, soit, et si on regarde sur le diabète, des personnes diabétiques aujourd'hui en France sans le savoir. On dirait qu'il y aurait 5 millions de Français diabétiques, donc un quart sans le savoir. Or, on sait qu'en cas de prédiabète, agir tôt, ça peut avoir un véritable impact. Donc, on sent qu'il faut quand même aussi faire un peu deux volets. Un volet qui soit aujourd'hui, au vu du nombre de personnes qui vont se faire dépister, on doit agir pour globalement faire que tous les publics, dans toute leur diversité, aient des intérêts et puissent aller se faire dépister. Mais évidemment, les plus aimés du soin, il faut renforcer le aller vers. Ça, on le dit bien évidemment encore dans la note, parce que le aller vers, c'est ce qui va permettre de faire ce dernier kilomètre. Mais je le mentionnais dans un autre échange où je disais, il faut renforcer ça et continuer ça. Mais aujourd'hui, au vu, si on regarde ce que les seules comparaisons peuvent être faites autour des 3 campagnes organisées des cancers, parce que c'est là où on a des chiffres comparatifs par rapport à d'autres pays, au vu du fait que c'est organisé en population générale. Au vu des faibles taux d'adhésion, à faire seulement du aller vers ne suffira pas. C'est-à-dire qu'il faut aussi quand même faire la grande masse qui aujourd'hui ne va pas se faire dépister. Et sur votre deuxième question, pardon, excusez-moi. Le rôle du pharmacien et du Pardon. médecin traitant.
Oui, quand on a regardé le sondage, on avait cette question aussi sur en qui avez-vous confiance pour faire des actes de dépistage. Pensant, peut-être naïvement, parce qu'on était évidemment suite au Covid avec l'idée des autotests, en se disant peut-être qu'aussi les Français ont grandement envie de faire eux-mêmes leur dépistage ou voilà, est-ce que c'est parce qu'on a tellement envie d'agir pour sa santé soi-même? On était très ouverts à la réflexion. Dans les résultats, en réalité, le triptyque professionnel de santé bien connu et reconnu est le même. On a 9 Français sur 10 qui ont confiance dans leur médecin. On a 8 Français sur 10 qui ont confiance dans leurs infirmières et 7 Français sur 10 environ, un peu plus à chaque fois, qui ont confiance dans le pharmacien. Donc ce triptyque médecin, infirmier, pharmacien fonctionne très bien et sont vraiment des personnes de confiance. Par contre, vous le mentionnez en effet, il y a un enjeu de temps, le temps médical, le temps même aussi pour le pharmacien. L'espace aussi est important, c'est-à-dire est-ce qu'on a envie de parler dépistage, notamment dans des zones plus petites où on se retrouve très souvent à la pharmacie comme on peut se retrouver à la boulangerie. Est-ce que j'ai forcément envie de parler dépistage devant peut-être un collègue? Non, évidemment. Donc, il faut aussi des lieux. Ça a été créé dans les pharmacies à travers la vaccination, où on sait qu'il y a des lieux un peu plus personnalisés. Donc, c'est enfin des réflexions à avoir et pour lesquelles vraiment beaucoup d'acteurs aujourd'hui s'investissent dessus. Et notamment sur les kits, par exemple, les pharmaciens sont extrêmement mobilisés et ça semble faire ses preuves. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole aux différentes personnes qui ont levé la main. Donnera la parole aux personnes dans l'ordre de lever des mains. Donc, vous pouvez allumer votre micro, vous présenter et puis poser votre question. Christophe Lalonde, je vous donne la parole. Oui, bonjour. Merci d'abord parce que c'est vraiment passionnant. J'ai une question qui concerne l'intervention des médecins traitants. Je me souviens d'études qui montraient que, à l'occasion d'une consultation, le médecin traitant n'incite pas toujours au dépistage pour des populations qui en ont besoin. Et je me souviens que l'étude montrait que les médecins français sont pas les pires, on va dire, ou les meilleurs. Ils se situent dans une certaine moyenne, mais qu'il y a des pays sur lesquels le médecin traitant, le médecin généraliste est beaucoup plus pushing sur le recours au dépistage. Et ça rejoint aussi des études qui montraient qu'aux États-Unis, il y avait dans les logiciels d'aide à la prescription des petits warnings qui incitaient le médecin traitant à préconiser, à proposer un dépistage pour une population ciblée. C'est-à-dire que le warning, c'était, je dis n'importe quoi, on a un patient diabétique, il va y avoir un warning sur la consultation podologique qui va s'allumer sur l'écran pendant que la consultation se déroule. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des choses à faire sur la formation, l'accompagnement des médecins traitants? Merci beaucoup. Ça me permet d'aller sur d'autres pans de notre réflexion sur lesquels j'ai pas pu parler, donc j'en suis ravie. Déjà, oui, en fait, ce qui est très intéressant quand on commence les comparaisons, c'est qu'on voit que c'est pas aussi facile, c'est-à-dire que il n'y a pas des bons élèves en tout, des mauvais élèves en tout. Souvent, c'est aussi plusieurs facteurs. Sur la prévention, il y a quand même clairement, quand on regarde avec les différents pays de l'OCDE, et d'ailleurs, enfin, sur le sujet des cancers, parce que c'est là où beaucoup est fait, des rapports de l'OCDE qui sont faits, qui permettent d'avoir des vraies comparaisons extrêmement pertinentes là-dessus. Et on voit que déjà, il y a quand même eu un retard de la part des Français, que ça peut aussi être une réponse sur pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui par rapport aux autres pays européens. Sur le médecin, c'est vrai que c'est très dépendant aussi, du temps, c'est-à-dire que si quelqu'un vient pour 3 motifs en une vingtaine de minutes, ça va être compliqué d'avoir le temps de parler dépistage, surtout que il y a un vrai enjeu aussi à expliquer le dépistage. C'est-à-dire que si un médecin, en 2 secondes à la fin de la consultation, dit «Et d'ailleurs, vous avez l'âge, allez vous faire dépister par le cancer du sein», c'est compliqué quand même parce que là, on aura les barrières qui vont se voir. Pardon, est-ce que ça va faire mal? Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que je vais être malade? Enfin, il faut aussi prendre ce temps d'expliquer. Et donc, c'est là un peu l'enjeu difficile, c'est-à-dire que lorsque le médecin est concentré quand même sur le curatif, sur le soin, parce que souvent, quand on va voir son médecin, c'est pas forcément parce qu'on est en bonne santé et qu'on veut juste faire un petit check-up pour info vérifier. C'est souvent qu'on a je sais pas, une douleur, quelque chose qui nous amène le voir. Ça ne va pas forcément être toujours facile d'avoir le temps de parler dépistage.
Donc, par contre, en effet, sur les outils des nouvelles technologies qui sont des outils extrêmement pertinents et qui sont parfois en cours de déploiement selon les lieux, c'est assez hétérogène, selon les pathologies aussi, c'est pas pour tout. Je sais que l'assurance maladie, notamment, travaille beaucoup sur ces réflexions-là. On a évidemment Mon Espace Santé aussi qui aurait un intérêt à devenir ce lieu de la prévention. Pour nous, une des réflexions qu'on avait, c'était de se dire qu'il faut aussi clarifier l'information pour les Français entre l'application Amélie, l'application Mon Espace Santé, des acteurs privés qui eux aussi sont des outils très utilisés par les Français. Il faut un peu clarifier toutes ces informations. On voyait un intérêt à se dire que Amélie, l'application, pouvait devenir vraiment le lieu du curatif, c'est-à-dire c'est vos feuilles de soins, enfin ce sont vos feuilles de soins, vos prescriptions, enfin une réflexion sur vraiment rendre ça curatif. Et peut-être que Mon Espace Santé peut être cet espace préventif. C'est l'espace où je vais mettre mes antécédents familiaux, c'est l'espace où je vais mettre mon poids, je vais avoir mes petits warnings quand il est le moment de faire un dépistage, quand ma dernière prise de sang, si je la couple à quelque chose, ça montre que, attention, prendre rendez-vous avec son médecin traitant. Clairement, les nouvelles technologies sont extrêmement utiles à ça et on voit qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui, justement, visent à renforcer ces outils. Le sujet, ça va être évidemment de s'assurer que tous les Français aient accès à ces outils utiles et que les médecins puissent, bien sûr, s'en saisir parce qu'en effet, quand le temps est circonscrit, ça peut favoriser ça. Sur ce point, j'aimerais juste revenir sur un exemple qui est en Slovénie. Depuis 2002, par exemple, il faut un programme Ensemble pour la santé où c'est proposé, enfin, il est proposé à tous des centres d'éducation et de promotion de la santé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très utile et qui aujourd'hui a permis à la Slovénie d'avoir des bons chiffres. C'est aussi parce qu'on parlait justement de ce temps centré sur le curatif, d'avoir des espaces, d'avoir des interlocuteurs pour parler prévention, pour parler dépistage, bonnes habitudes de santé, aussi antécédents, parce qu'on sait quand on parle repérage, il y a évidemment aussi des liens avec les antécédents familiaux. Et donc, c'est un peu toute cette réflexion, avec enfin l'utilité peut-être d'avoir dans les maisons de santé, dans les lieux où on est en attente, déjà dans une optique d'aller prendre soin de soi, déjà dans une optique de parler santé, peut-être d'avoir des personnes qui peuvent aiguiller, aider, être là pour répondre à des questions. Parce qu'on sait aussi que malheureusement, une communication avec faites-vous dépister du cancer colorectal seul, ça va fonctionner sur une partie de la population qui est déjà informée, déjà connaisseur et qui sans doute aurait été se faire dépister dans tous les cas. Mais sur des gens qui vont avoir ces peurs, ça ne va pas forcément aussi fonctionner. Donc, il faut aller vraiment vers eux et vers l'explication. Merci beaucoup. Je passe la parole. Pardon. Philippe Auvray, je vous laisse vous présenter et poser votre question. Oui, bonjour, Philippe Auvray, je suis directeur régional d'établissement de dialyse et de néphrologie et je vous remercie grandement pour ce que vous venez de décrire sur le dépistage. Ça fait 18 ans que nous sommes confrontés à ces difficultés sur la maladie rénale, qui est une maladie silencieuse, et ça nous pose énormément de problèmes alors que tous les acteurs ont envie d'agir. Je reprends les propos de Marguerite Cazeneuve, que nous avons la chance de pouvoir rencontrer grâce à Olivier Mariotte et qui explique aussi que l'assurance maladie a envie d'avancer là-dessus. Vous avez tout dit. On a une difficulté, on a une culture de soins, mais on n'a pas une culture de santé. C'est multifactoriel. Vous avez fait un super boulot. Comment vous allez, je pense que l'Institut Montaigne est reconnu, donc comment vous allez développer, déployer cette culture, ce travail que vous avez fait, parce qu'on va avoir besoin d'un appui politique. Ça fait un certain nombre d'années que je travaille dans le domaine de la santé. Quand on n'a pas la volonté politique, on l'a vu sur le plan cancer, on l'a vu sur les infections nosocomiales, on l'a vu sur les droits des patients, tant qu'on n'a pas un ministre qui s'implique là-dessus, on n'y arrivera pas. Malgré toute la volonté et tous les acteurs qui ont envie d'avancer sur ce sujet et tous les besoins qu'on peut avoir. Est-ce que vous avez prévu d'en faire une action forte de sensibilisation auprès des politiques, vu le poids que vous pouvez représenter et que vous pouvez apporter dans cette action? Merci beaucoup. Alors, déjà pour nous, c'était essentiel justement de ne pas circonscrire l'analyse justement qu'au cancer, parce que trop souvent, quand on parle dépistage, on pense cancer et que il n'y a pas une compétition entre pathologies. Et comme vous le dites très très bien, on a aujourd'hui en France des vraies errances diagnostiques, des vrais retards.
l'insuffisance rénale chronique en est une majeure et c'est un vrai problème. Donc ça, c'était pour nous très important. Déjà, en faisant cette note, on avait volonté de mettre en lumière justement toutes ces barrières, toutes ces réalités qui sont parfois un peu tues ou en tout cas pas forcément analysées comme telles. Pour notre manière de procéder, et ça je veux dire c'est plus largement sur toutes les études et les rapports que l'on produit. Donc nos études, nos rapports sont gratuites sur notre site internet et on est ravis de pouvoir les présenter au plus grand nombre. Évidemment, on essaye d'informer les décideurs. Dans mon travail d'audition, j'ai aussi échangé par ailleurs avec notamment Marguerite Cazeneuve, mais évidemment des acteurs parlementaires ou autres. Donc on a cette volonté de présenter en tout cas notre recherche au plus grand nombre. Mais après, c'est un peu le moment où il faut en effet que les gens s'en saisissent. Et on avait, pardon, j'ai publié juste avant un travail sur ce besoin de vision long terme en santé et de pluriannualité. Et c'est pareil, c'est-à-dire que quand on regardait notre note, nos recommandations, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et on n'est pas du tout, je pense que c'est aussi un besoin et c'est important dans le débat actuel où on peut avoir tendance à penser que là, la France est dans une mauvaise passe, que ce soit financière ou d'organisation, mais pas. En réalité, on a plein d'outils qui nous permettront de transformer notre système et de vraiment le rendre pérenne. La volonté politique est évidemment un levier d'accélération, voire l'unique levier qui permet de rendre des belles recommandations du papier à la réalité. Et là, c'est le moment où nous, en tant que think tank indépendant, apartisan, on lance la canne à pêche, on va dire, et on attend que quelqu'un la reprenne après, parce que voilà, c'est important. Donc nous, on essaye au maximum de dire voilà notre analyse qui a été poussée, qui est vérifiée, en espérant évidemment que ça puisse par la suite être pris. Avant de donner la parole à Gérard Dubois, j'avais une question justement sur le portage politique de toutes les actions que vous évoquez. Normalement, on a la stratégie nationale de santé qui, je crois, pourrait être un vecteur particulièrement efficace, efficient pour faire le portage de tout ce qui concerne la prévention, le dépistage et l'ensemble de mesures qui vont concerner la santé de nos concitoyens. Je crois que la stratégie nationale de santé est pas, enfin, elle est attendue. Il y a eu un projet qui a été élaboré, mais qui est peut-être pas forcément encore tout à fait efficient, efficace, ou peut-être que, enfin, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais quelle est votre vision justement sur cette stratégie nationale de santé? Eh bien, ça me permet de parler de ma note que j'ai publiée juste avant, parce qu'un gros pan de l'outil pour nous de permettre cette vision long terme, cette organisation d'un système de santé pensé aussi pour aujourd'hui, mais surtout pour demain, c'était justement de transformer cette stratégie nationale de santé, parce qu'on avait la volonté de faire des recommandations qui soient opérationnelles et concrètes, et il y a plein d'outils en fait qui existent déjà. Et vous le mentionnez, cette stratégie nationale de santé, c'est un outil de planification, excusez le terme, parce que planification, non, c'est un terme trop utilisé, mais de programmation, de visibilité qui est extrêmement utile. Si déjà, il était en effet publié et vraiment mis en œuvre, mais aussi s'il devenait un outil stratégique efficace. Et donc, alors ça c'est une autre note, mais je me permets de mentionner là-dessus parce qu'on parle en effet de la prévention. Un des leviers, c'est que par exemple, quand on regarde d'autres pays qui ont des long term, en Angleterre, ils ont le long term plan, en Australie aussi, enfin, ces pays qui ont des outils de planification de long terme du système de santé. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Un, c'est qu'il y a des priorités claires. Or, dans Stratégie nationale de santé, je ne sais pas si vous avez déjà un peu regardé, il y a tout est une priorité. Le problème quand tout est une priorité, c'est que rien n'en est une. Et donc, il y a vraiment une volonté de choisir des priorités qui, par la suite, pour nous, était aussi un enjeu démocratique. C'est-à-dire que si on a une stratégie qui donne une ligne claire sur 10 ans, avec la possibilité de la modifier, évidemment, pour qu'elle reste agile et utile, alors par la suite, à chaque PLFSS, on peut dire comment est-ce que ce qu'on fait voter s'inscrit dans une logique de long terme. Aujourd'hui, c'est complètement décorrélé. Bon, la stratégie nationale de santé n'est de toute façon pas publiée. Mais ça, c'est un premier enjeu. Donc, des priorités, des objectifs, c'est-à-dire, et ça avait été très bien fait avec France Relance notamment, ou Ma Santé 2022 aussi,
où il y avait des objectifs quantifiables, c'est-à-dire, OK, dans 10 ans, on veut un taux d'adhésion de dépistage des cancers, sein, colorectal, col de l'utérus, qui surpasse les objectifs européens. Ça, c'est notre objectif. Ça veut dire concrètement que dans l'analyse dans 10 ans, il faut qu'on soit à plus de 70% sur le dépistage du cancer du sein, par exemple. Et bien ça permet petit à petit de pouvoir aussi évaluer et d'avoir des indicateurs d'évaluation qui soient les plus clairs. Et donc ça, pour nous, c'est si la stratégie nationale de santé reste des vœux pieux, elle ne sera jamais vraiment un outil stratégique pour la transformation de notre système. Et ça, c'est un vrai levier tellement pertinent qui existe déjà et qui pourrait être très utile à l'avenir. Merci beaucoup. Gérard Dubois, je vous donne la parole. Vous pouvez poser votre question. Oui, bonjour. J'ai apprécié votre présentation. Il s'avère que j'ai proposé et mis en place le Fonds national de prévention il y a 40 ans et que l'élément central était bien sûr, un des éléments était les dépistages et notamment dès le départ, il faut savoir qu'à l'époque, le dépistage du cancer du sein était encore discuté et que l'assurance maladie a mis en place le dépistage organisé à partir de quelques expériences locales et donc a validé l'idée qu'elle pouvait intervenir pour organiser le dépistage. Les termes sont importants parce que le dépistage, c'est un acte médicalisé qui est proposé à une population définie à un rythme défini. Et donc, ça n'est pas la rencontre aléatoire entre un patient et son médecin où l'assurance maladie solvabilise la situation, ce qui fait que l'argent n'entre pas tellement ou pas du tout en jeu dans cette situation. Là, l'assurance maladie est l'organisateur et un partenaire, et donc c'est un trio qui intervient, et d'où le terme d'organiser. Et j'avais introduit le terme organisé pour éviter à administrer, parce que la tentation de toute administration, c'est d'administrer les choses, c'est-à-dire de les chapeauter et de les organiser avec une main de fer. L'organisation, c'est quelque chose qui se fait ensemble et qui se fait avec des partenaires. À partir du moment où le dépistage, ce sont des actes médicalisés, il a des indications très précises, comme le diagnostic, comme le traitement. Et donc, quand on en sort, on s'aventure. Quand on fait du dépistage du cancer du sein avant la ménopause, on s'aventure dans quelque chose qui n'est plus co-efficace ou dont on n'a jamais démontré, encore aujourd'hui, qu'il avait une utilité, en tous les cas, que les avantages dépassaient les inconvénients. Parce qu'il faut toujours se souvenir que dans le dépistage, il y a quelque chose qui est gratuit, sont les faux positifs. Vous les avez toujours. Il y a toujours des faux positifs. C'est la façon dont vous allez travailler ensuite que les vrais positifs vont dépasser largement les faux positifs. Mais les faux positifs sont gratuits, vous les avez toujours. Et quand on dépiste dans une population où il n'y a pas de malades, on n'a que des faux positifs. Donc quand on dépiste dans des populations où le cancer est rare, par exemple, eh bien on n'a que des faux positifs et à ce moment-là, on a un rendement qui finalement est rapidement inacceptable. Et pour ne pas aller trop longtemps, il y a une chose qui est à remarquer. C'est la contradiction entre le médecin et la personne à qui on propose le dépistage. La personne fait un dépistage dans l'espoir qu'on ne trouve pas un cancer. Le médecin fait un dépistage pour trouver un cancer. Et ça se retrouve dans la conversation. Et il faut bien le comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui est rarement vu. La personne, son espérance, c'est qu'elle n'a pas un cancer. Et le médecin, lui, dans sa technicité, s'attend à trouver un cancer. Et donc, il y a un écart dans la psychologie lorsqu'il y a une conversation entre les deux sur le dépistage. Donc, c'est un point avec, je terminerai sur un regret. Il y a parfois des dérapages. Le dépistage du cancer de la prostate est un dérapage monstrueux. Il faut savoir que celui qui a mis au point le PSA a écrit un article en disant qu'il regrettait d'avoir mis au point le PSA tellement son usage, son mésusage conduit à un désastre actuel. Voilà. Donc, on a parfois des pratiques qui diffusent alors qu'elles ne sont pas évaluées. Je veux dire, j'ai été un de ceux qui a retenu l'Académie de médecine un petit peu par le fond de la culotte parce qu'elle était à deux doigts il y a 15 ans pour recommander ce dépistage que personne d'autre ne recommande réellement.
Et pourtant, c'est une pratique qui est largement diffusée et qui a un impact négatif, il faut le dire clairement, négatif. Il y a des inquiétudes sur le dépistage du cancer du poumon actuellement. Alors, je sais que c'est une situation où c'est expérimental, et je crois qu'il faut le garder à un niveau expérimental pour continuer à l'évaluer, mais il y a toujours la tentation de diffuser les innovations qui peuvent avoir des effets négatifs. Ce dépistage va donc être organisé et il doit être, comme il a été dit, comme vous l'avez dit, avec les pouvoirs publics. C'est eux qui doivent le proposer parce que c'est eux qui ont le financement et c'est quelque chose qui doit être proposé aux personnes. Voilà les interventions que je voulais donner. Et en tous les cas, je vous remercie à nouveau de votre présentation. Merci beaucoup. Et c'est vrai que nous, là, j'ai pas pu l'exprimer, mais on a aussi regardé dans la note, évidemment, les risques de surdiagnostic et le besoin sa notion de juste dépistage qui est extrêmement importante et qui rend d'ailleurs tout ce travail un petit jeu d'équilibriste parce que le dépistage, c'est un équilibre, c'est l'équilibre entre justement ceux qui sont en population générale, ceux qui doivent être individualisés, créer cette culture quand même du dépistage pour qu'une fois qu'on nous demande d'en faire un ou quand on est ciblé par un dépistage, on aille le faire. Mais en effet, ne pas aller vers dépister tout à tout moment pour tout, parce que ça, c'est aussi négatif et pas forcément utile. Sur les attentes lors du dépistage, on n'a pas, j'ai pas l'analyse, j'ai pas l'information sur les tenants et les aboutissants de le médecin. Ce que je sais, c'est par contre sur le patient. En effet, le patient a plutôt avec cette peur le souhait que le dépistage soit évidemment négatif. Voilà, je ne saurais dire, je pense quand même que le médecin n'a pas forcément volonté à ce qu'il soit positif, mais en tout cas, ce qui est certain, surtout sur des campagnes organisées, c'est qu'on sait qu'il y a un intérêt à les faire et que du coup, c'est fondamentalement quelque chose qui sera utile pour la santé du patient de toute façon. Et ça, je pense que c'est quand même important, c'est que quand c'est un dépistage dont l'utilité a été prouvée ou qui a été demandé et qui est perçu comme nécessaire par un professionnel qui nous suit selon des indicateurs précis, alors c'est important que par la suite, le citoyen puisse vraiment agir pour le dépistage. Et nous, c'était vraiment dans cette bascule-là où on a voulu travailler à réfléchir comment ça se fait qu'aujourd'hui, malgré une prise en charge, malgré une communication, malgré des outils, on ne parvienne pas à permettre de passer de l'intention à l'action. Je donne la parole à Charlotte Berthaud. Je vous laisse vous présenter et poser votre question. Merci. Bonjour, rebonjour Margot. Merci beaucoup pour cette intervention. Ça me parle beaucoup parce que donc moi je suis médecin de formation, anesthésiste réanimateur, et j'ai fondé une start-up il y a 5 ans qui s'appelle Dépistez-vous. Le constat que j'ai pu faire au démarrage quand j'ai fait mon étude de marché, c'était qu'une personne sur deux connaissait pas l'existence du dépistage et pensait qu'il fallait être malade pour se faire dépister. Le Covid a un peu, je pense, foutu le bazar parce que forcément, si on avait des symptômes, on allait se faire dépister. Donc, le mot dépistage a été un peu… Voilà. Donc, nous, en tout cas, c'est ce qu'on avait. Et il y avait aussi un tiers qui avait peur, effectivement, et un tiers qui oubliait ces dépistages alors qu'ils avaient connaissance, ils avaient reçu l'info par courrier ou par médecin. Et 9 personnes sur 10, donc c'était à peu près un échantillon de 200 personnes, 9 personnes sur 10 attendaient une information personnalisée et digitale pour passer à l'action et ne se sentaient pas concernées par l'information reçue par le courrier. Effectivement, déjà, ce n'était pas du digital et en général, il y a juste écrit « Bonjour Charlotte » et le reste, c'est plutôt standardisé dans le courrier qu'on reçoit. Et en fait, ce qu'on a pu observer après 1 an de lancement de la plateforme Dépistez-vous, qui est donc focus sur la prévention et le dépistage des cancers, c'est que 2 tiers des utilisateurs de la plateforme vont chez le médecin après avoir fait un parcours. Donc, on voit vraiment qu'ils sont dans une démarche proactive parce qu'ils ont été sensibilisés, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient à risque. Et donc, ils vont voir leur médecin, parce qu'en général, on les adresse vers le médecin traitant du fait du parcours coordonné, ou bien vers la sage-femme, par exemple, parce qu'il y en a pas mal qui pensent notamment, et c'est là où ça rejoint un peu ce que vous disiez Margot, sur les freins qui sont en fait des croyances ou des peurs infondées. J'ai pas de gynéco, donc je peux pas avoir de suivi, alors qu'en fait la sage-femme fait le suivi, donc on essaye d'expliquer ça. Ou bien j'ai pas de médecin traitant, donc je peux pas récupérer mon kit de dépistage du colorectal, on explique qu'on peut le commander en ligne ou qu'on peut aller voir son pharmacien. Et donc on lève petit à petit ces freins grâce à la bonne info au bon moment. Donc, et ensuite, on a 15% de nos utilisateurs qui ont évité un cancer parce qu'ils ont dépisté une lésion précancéreuse ou un polype. Donc on voit vraiment l'intérêt du coup d'un dépistage précoce grâce à de l'information qui arrive au bon moment et du coup à un stade de développement qui n'est pas encore un cancer, au stade 0 on va dire. Et donc les
les complications à éviter, etc. Et pour l'entreprise et pour les mutuelles, puisque c'est notre modèle. Et enfin, on a, parce que je crois que vous n'en avez pas encore parlé, le gros en fait, de nos utilisateurs, ils ont moins de 50 ans. Et en fait, c'est un peu notre cible parce qu'on sait qu'il y a une explosion des cas de cancer chez les 14-49 ans, 80% ces 30 dernières années et 30% attendu encore d'augmentation d'ici 5 ans, donc 2030. Et du coup, nous, on cible du coup, les 18-49 ans grâce aux entreprises et grâce aux mutuelles et aux assureurs. Et on voit que 53% de nos utilisateurs sont dépistés à risque par la plateforme, donc par les questionnaires HAS, parce que nous, on n'invente rien, on reprend juste les questionnaires HAS. Donc 53% sont à risque et ont moins de 50 ans. Donc en fait, ces gens-là, ils n'ont pas encore les courriers de l'assurance maladie, en tout cas pour le colorectal et le sein, parce que pour le col de l'utérus, si. Et potentiellement, l'arrivée du digital et d'un questionnaire et du coup d'une information plus pédagogique, plus ludique, avec le système de rappel, de conseil, etc., leur permet peut-être de prendre conscience de ce risque dont ils méconnaissaient complètement. Et on le voit parce qu'on fait pas mal d'ateliers avec des patients et des soignants en entreprise et on voit très bien que les freins, c'est ce que vous mentionniez, mais c'est surtout lié effectivement à cette méconnaissance, à ces amalgames qu'il peut y avoir avec ces fausses croyances et ces peurs infondées, et que quand on décortique le sujet et qu'on explique que c'est pas la coloscopie, l'examen de dépistage quand on n'a pas d'antécédent pour le cancer colorectal, mais que c'est le test, comment ça se réalise, etc., et qu'on peut voir des sages-femmes par exemple. Du coup, tout de suite, il y a un passage à l'action derrière qui est, parce qu'on le mesure du coup, on le suit, il y a un passage à l'action qui est immédiat. Donc, pourquoi? Alors, moi, je me bagarre un petit peu avec l'assurance maladie, l'INCa, pour essayer de trouver un modèle pour pouvoir proposer dépistez-vous à tous les assurés de l'assurance maladie. Mais on ne rentre pas dans des cases. Donc, en attendant, on a trouvé un modèle économique basé sur les entreprises et sur les assureurs. Mais c'est vrai que pour moi, c'est évident qu'il faut arriver à toucher les jeunes, peut-être dès l'école, les sensibiliser, parce que quand on touche les jeunes via le digital, on touche potentiellement ses parents, ses grands-parents, et donc on en fait un ambassadeur et on lui explique qu'il est concerné, on lui fait comprendre qu'il est concerné. Il n'y a aucune injonction, on a un langage ultra... on essaye d'enlever justement tous ces tabous, un langage plutôt sur l'humour, sur le côté un peu drôle. On investit les réseaux sociaux justement pour pouvoir toucher ces jeunes adultes. Et on voit qu'il y a énormément de jeunes qui nous sollicitent pour témoigner de leur parcours de dépistage et du fait qu'ils aient pu ou pas éviter un cancer. Donc voilà, c'était juste pour partager le fait que je rejoins complètement l'analyse que vous avez faite et que c'est mon combat depuis 5 ans. Parce que j'ai arrêté la médecine pour faire ça et parce que je suis convaincue qu'il faut investir dans la prévention pour la soutenabilité de notre système de santé, qui est, j'ai l'impression, plutôt un système de soins qu'un système de santé. Et finalement, je voudrais juste poser une question, c'est, moi je pense que le médecin n'est pas le bon interlocuteur pour faire de la prévention, déjà parce qu'en tant que médecin, on n'est pas formé. Moi, j'ai jamais appris quoi que ce soit de prévention dans mon cursus, et les médecins généralistes que je côtoie non plus. Donc j'ai l'impression que peut-être créer des nouveaux acteurs, des nouveaux métiers qui seraient plus des IPA, des infirmiers de pratique avancée ou des infirmiers tout court, et d'imaginer de créer des préventionnistes ou des préventologues pour se dire, je vais voir quelqu'un en fait qui ne soigne pas et qui ne guérit pas parce que je suis pas malade. Donc, je vais pas à l'hôpital alors que tout va bien. Je vais pas chez le médecin alors que tout va bien. Je vais aller voir peut-être comme j'irai voir une psychologue ou un nutritionniste, quelqu'un pour peut-être rester plutôt en bonne santé. Et donc, décorréler soins santé, créer une assurance santé et pas juste une assurance maladie et du coup, créer des nouveaux métiers, entre guillemets, plus faciles d'accès puisque la médecine, c'est long. Donc, pour former des médecins qui font de la prévention, c'est un peu long et coûteux. Et donc, essayer d'orienter plutôt vers ces métiers-là. Et donc, assurance santé, préventionniste, préventologue, voilà, c'est ça ma question, constatation, c'est un petit mélange. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que beaucoup de ce que vous avez dit est clairement aligné avec ce que nous, on a trouvé dans la note et ce qu'on a démontré. Sur votre dernière question, sur les enjeux de l'assurance santé et de ce rôle, il y a plein de termes, préventeur, préventologue, évidemment, ça va être une réflexion tant dans nos auditions que dans la recherche. On sait qu'il y a un peu cette réflexion sur qu'est-ce qui permettrait de réussir mieux sur ce virage préventif qui est voulu quand même et qui est mentionné et qui peine à devenir une réalité? Est-ce que justement c'était créer un nouvel acteur? Alors, nous, dans nos recommandations, c'est pas forcément quelque chose qu'on a porté, déjà parce que on a vraiment vocation à faire des recommandations qui soient vraiment opérationnelles et concrètes et pas trop coûteuses non plus. Et dès qu'on ouvre sur un nouveau professionnel, là, on rentre dans un champ qui complexifie quand même. Alors, les IPA, il y en a qui existent sur d'autres pathologies. Donc, je ne sais pas à quel point ça pourrait être un outil, surtout qu'on voit que dans le déploiement, la mise en œuvre, comment est-ce que vraiment les IPA aujourd'hui sont reconnus, rémunérés. Il y a encore aujourd'hui peut-être des petites barrières, il y a des barrières à lever en tout cas.
Mais l'idée, voilà, en Slovénie, par exemple, dans ce qu'ils ont sur la réflexion sur la promotion de la santé, c'est vraiment ça, c'est des lieux qui soient juste des lieux pour parler santé et pas parler de soins. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Dans cet aspect-là, il y avait aussi, pour nous, dans la réflexion sur le dépistage, de se dire qu'on a aujourd'hui les centres régionaux de dépistage des cancers, on a les centres de dépistage pour les maladies sexuellement transmissibles, par exemple. Est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt à créer des lieux qui soient juste des lieux de dépistage, déjà peut-être de manière globale, où on parle dépistage ensemble. Quand on voit, si on parle diabète cardiovasculaire, insuffisance rénale chronique, on a des pathologies qui sont liées. On peut aujourd'hui se dire qu'il y a des personnes qui mériteraient d'être opérées pour plusieurs pathologies et utiliser ces moments-là pour vraiment parler santé. Et je pense que ça, c'est un vrai enjeu d'essayer. Alors, ce qui est difficile, c'est qu'il y a des arguments pour les deux cas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes et certaines recherches qui démontrent que c'est intéressant de parler santé quand on est déjà dans un levier, donc on est déjà dans un lieu de soin. En même temps, en faisant ça, on continue à corréler prévention et soins, donc préventif-curatif. Est-ce qu'il y a la volonté de vraiment décorréler les deux? Nous, c'était pour ça que l'idée entre Mon Espace Santé et Amélie, c'était de dire, voilà, il faut vraiment créer des endroits où le citoyen va en sachant ce qu'il va y trouver et sans avoir la peur de la maladie tout de suite qui est dans le coin et qui attend l'attente. Sur la réflexion là-dessus, ce que vous mentionnez sur les questionnaires, sur rendre ça aussi ludique et un peu sympa, il y a ce gros sujet sur comment rendre la prévention en fait sympa et le nudge est extrêmement utile et nous on le mentionne aussi quand on regarde, c'est-à-dire qu'on voit qu'il faut donner envie de marcher, il faut donner envie d'aller se faire dépister aussi d'une certaine manière lorsque, et je reviens sur ce qu'on disait avant, c'est nécessaire, c'est évidemment utile et ça montre que l'équilibre coût-bénéfice a un surpoids, on va dire, pour le bénéfice. Mais voilà, c'est vraiment toujours trouver cet équilibre et il y a encore quand même des leviers utiles qui nécessitent, c'est vrai, d'être aujourd'hui renforcés. Et quand on parle ces questionnaires que vous mentionnez, les questionnaires, c'est quelque chose de facile, de simple, d'accessible et qui mériterait vraiment d'être déployé sans rester dans des silos pathologiques là aussi. Parce que souvent, c'est aussi pensé par pathologie et ça pourrait mériter d'être un questionnaire qui fait un peu un check-up global et qui par la suite va dire voilà ce qu'il faut faire, quoi. Je rebondis juste sur ce dernier point, si je peux me permettre. Pour avoir testé les deux avec des bêta-testeurs, parce qu'on travaille beaucoup d'assos, le fait de poser beaucoup de questions, d'avoir beaucoup de questionnaires, du coup, pour plusieurs pathologies, il y a un double effet qui se coule, si je peux me permettre, c'est le côté très anxiogène potentiellement de se dire qu'on a plein de dépistages à faire, parce qu'effectivement, du coup, il y a des corrélations entre certaines maladies. Et donc, l'idée de se dire alors, c'est peut-être pas un silo, mais qu'en tout cas, on s'attaque d'abord par exemple au cancer, et qu'après, quand on arrive à engager les gens dans une démarche, on peut les prendre par la main et les amener vers d'autres dépistages. Parce que c'est vrai que ce qui était revenu de nos ateliers de co-développement avec les patients, c'était le risque d'être déjà, on met un pied à l'étrier, on plante une petite graine et on rend proactif les gens sur 1 ou 2 dépistages. Mais alors quand potentiellement ils ont des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques, des maladies métaboliques, le cancer, et du coup ça peut être aussi par quoi je commence, et du coup j'ai toutes les chances qu'on me trouve quelque chose. Si je fais 3-4 dépistages, ça augmente mes chances de... Donc c'était compliqué de trouver ce juste milieu, voilà, rendre la prévention désirable, entre guillemets sexy, même si j'aime pas trop ce mot, c'est un enjeu, quoi. Et juste pour rebondir sur votre rebond, totalement, et c'est vrai que pour nous, il y a quand même aussi une réflexion à avoir sur est-ce qu'il ne vaut pas mieux parler symptômes, ou, enfin pas symptômes, mais ou actes de dépistage. Enfin, c'est-à-dire que plutôt que de partir direct sur le pathologie maladie, de se dire qu'il faut dépister pour telle maladie, on peut dire faites une prise de sang. Allez voir votre médecin et peut-être montrez-lui ça. Et enfin, je pense qu'il y a des outils à penser pour justement pas aller vers le caractère anxiogène, de tout de suite partir sur OK, vous êtes à risque de telle et telle et telle maladie, mais de dire ça serait utile de faire tel ou tel acte de dépistage ou acte de santé ou acte de soins selon les niveaux. Et peut-être justement d'essayer de ne pas tout de suite partir sur la pathologie. Et pardon, c'est un peu tard, mais je voulais rebondir en effet sur ce qui avait été mentionné par Monsieur Dubois. Il y a une analyse qui a démontré qu'en effet, les faux positifs, c'est aussi extrêmement, extrêmement difficile et délicat. Et là, ça nécessite vraiment de s'assurer qu'il y a une prise en charge et un suivi, parce que ça a été démontré qu'une personne qui a un faux positif aura moins tendance à aller faire le prochain dépistage. Or, sur des pathologies comme les cancers et comme le cancer du sein, par exemple, ce n'est pas un dépistage une fois dans sa vie qu'il faut faire. C'est réaliser plusieurs fois pour s'assurer du bon suivi et qu'on n'en avait pas à ce moment-là, mais que
plusieurs années plus tard, on n'a toujours pas de cancer. Floriane Dobril, je vous laisse poser votre question. Oui, vous m'entendez bien? Très bien. Ok. Bonjour, je travaille à la Fondation Arcade qui lutte contre les cancers digestifs. Nous, donc, notre axe d'action, c'est le dépistage du cancer colorectal. Et notamment, la dernière campagne, c'était via les jeunes avec un hashtag dépiste ton daron, parce qu'on pense que les jeunes peuvent être une motivation à faire dépister leurs parents, leurs grands-parents. On va essayer de continuer dans cette dynamique pour l'année prochaine. Et moi, ma question, elle est très pratico-pratique, mais vous parliez de la journée d'appel pour parler du dépistage. C'est une journée qui est déjà dense, notamment au niveau des gestes de premier secours qui déjà faut qu'ils soient intégrés. Et je sais aussi que tout ce qu'on a vu assez petit, je sais pas, j'ai pas d'âge, mais en tout cas au primaire, au collège, etc., qu'on nous a un peu rabâché tous les ans, c'est des choses qui sont rentrées pour souvent une grande partie de notre vie. En ce sens, je me demande dans quelle mesure les programmes scolaires, moi j'ai pas de souvenir en tout cas d'avoir entendu parler de dépistage assez jeune, sans que ce soit trop jeune, parce qu'on va pas, voilà, le cancer, etc., c'est pas des sujets faciles, mais dans quelle mesure les manuels scolaires, les programmes ont vocation à en parler, ou des intervenants à l'image de l'éducation à la sexualité maintenant, parce que c'est dans la même mesure un enjeu de santé publique et qui permettrait de créer ces habitudes pour toute une vie future. Pour moi, c'est un gros, gros levier. Voilà. Moitié une question, moitié une réflexion. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui. C'est vrai qu'on avait vu dépister daron, d'ailleurs on le mentionne dans la note, parce qu'en effet, pour nous, ça prend des leviers extrêmement utiles sur l'utilisation de personnes connues, parler de dépistage sans forcément tout de suite parler, prendre le risque d'être identifié comme étant uniquement une personne qui a eu un dépistage positif, etc. Et c'est très important, et le rôle d'ailleurs de tous ces acteurs est extrêmement important, et ça, je n'ai pas forcément eu le temps de le dire, mais tant les associations, les acteurs, les complémentaires santé, les entreprises aussi qui prennent vraiment part à ces leviers pour améliorer le dépistage. Sur la question de l'école et de la JDC, alors, plusieurs aspects. Premièrement, nous, on s'attache aussi à l'Institut Montaigne à ce que dans nos publications, on ait une homogénéité, ou en tout cas une capacité à mettre en œuvre des recommandations sur plusieurs notes. Et en réalité, l'échelon du scolaire a été déjà utilisé. On a sorti une note sur les mathématiques notamment, où on disait qu'il faut renforcer l'étude des mathématiques. Donc, de fait, c'est compliqué, et je pense que c'est aussi compliqué en termes de pouvoir public, hein, mais de se dire, évidemment, l'école sera un levier majeur. Pour autant, si on veut pouvoir continuer à parler santé sexuelle, augmenter le taux de mathématiques, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les mathématiques ne sont pas assez étudiées à l'école, etc., parler en même temps santé, etc., ça faisait un peu beaucoup. Sur la santé, il y a les infirmières scolaires aussi qui peuvent avoir des actions. Il y a parfois, mais c'est très à la volonté aussi de chacun, mais des associations qui peuvent venir. La JDC nous paraissait comme un bon moment pour justement être à un moment où on va vers l'indépendance, et donc il va falloir qu'on devienne acteur de notre santé. Parce qu'il y a déjà les premiers secours qui d'ailleurs sont partis, pourraient revenir dans la refonte. La JDC est en pleine refonte aujourd'hui, donc c'est un peu cette réflexion quand on s'inscrit là-dedans, de se dire ça peut être pertinent de continuer justement, quitte à faire de cette demi-journée, parce que voilà, 1 heure ou 2 sur les premiers secours, et puis peut-être 1 heure ou 2 sur le système de santé de manière globale, c'est-à-dire aussi comprendre en tant que citoyen qu'est-ce qu'une ordonnance, l'impact des rendez-vous, quels sont les enjeux. C'est pas dire qu'on va former les citoyens pour vraiment tout comprendre, mais c'est déjà leur donner des leviers pour après avoir la curiosité d'aller chercher davantage d'informations. Donc ça, c'est un des leviers. Et juste pour finir là-dessus, parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler, et c'est une comparaison qui est assez intéressante et qu'on a beaucoup faite, c'est aussi tout ce qui est fait sur la sécurité routière. Par exemple, à l'école, la sécurité routière, très jeune, on est formé, pas mon terme, mais
on est informé du fait qu'on va à l'avenir devenir un citoyen qui va interagir avec des automobilistes, des vélos, etc. Et donc, on passe nos ASSR 1, 2, et puis on nous les demande, et puis c'est important de les avoir, etc. C'est vrai qu'on se dit aujourd'hui sur la santé, on n'a pas ça. Or, être un citoyen français, être un citoyen en France, c'est forcément avoir un rôle aussi à jouer parce qu'on est dans un système de solidarité qui est important et pour lesquels d'ailleurs 92% des Français sont attachés à ce système de solidarité pour la santé. Donc, il faut pouvoir aussi s'assurer que les citoyens ont un rôle à jouer. Pour nous, la JDC est un moment pertinent, comme je le dis, en cohérence aussi, pas que l'école devienne l'endroit où les enfants restent des heures pas possibles et demandent beaucoup aux professeurs aussi. Mais c'est sûr, en tout cas, qu'il faut aller voir les jeunes et que c'est des acteurs du système de santé qu'il faut rendre vraiment proactifs pour l'avenir. Et ça, c'est certain. Et pour être proactif, il faut avoir les connaissances, faut connaître, faut savoir, et il faut aussi savoir où chercher l'information. Et en effet, ça peut avoir un impact après pour la famille, pour les amis, c'est-à-dire que parler dépistage ou parler de pathologie, etc., ça informe aussi les gens autour et c'est extrêmement vertueux. Merci. D'un côté. Bonjour, Christian Cotet, je représente l'AFM Téléthon. Merci pour votre intervention très intéressante et ce rapport sans doute très utile par rapport à cette culture de la prévention que vous évoquez. Et justement, cela m'appelle un commentaire en faisant le parallèle avec le dépistage néonatal qui était hors champ de votre topo. Le dépistage néonatal, on est bien dans le domaine de la prévention aussi, on est dans le domaine de la santé publique, et c'est une mesure de santé publique qui est proposée aux couples, parents, mais qui n'est pas imposée, qui n'est pas obligatoire. Or, le taux d'adhésion, par rapport à ce que vous évoquez sur la culture de la prévention, le taux d'adhésion des parents est de l'ordre de 98%. Donc, on est sur un taux d'adhésion à une mesure de prévention, alors sans doute qui est très particulière, parce que d'abord, ce n'est pas pour la santé de la personne qui va donner son accord pour cet acte-là, mais c'est pour la santé de son bébé, donc ça change probablement la donne. Et deux, au moment où l'acte est réalisé, la personne a uniquement à donner son consentement, et puis après, elle n'a plus rien à faire. Et ça se passe dans un environnement qui est très médicalisé puisque ça se passe à la maternité. Mais pour autant, dans cette vision globale, prévention en santé, ça commence dès la naissance. Et je dirais même que ça commence avant la naissance, voire même avant la conception, cette politique, cette attitude de prévention en santé. Et je me demandais, et c'est ma question, si en termes de recherche de levier de conviction. Pour aller vers cette culture partagée de la prévention, il ne faudrait pas chercher à développer cette approche très globale qui commence, allez, on va dire à la naissance, mais voire même un petit peu avant, et puis qui va nous accompagner tout au long de la vie. Il y a certainement des arguments qui sont à développer dans cette vision qui va de la toute petite enfance jusqu'à l'âge très tardif. Merci beaucoup. C'est vrai que dans la note, on n'a pas analysé le dépistage néonatal pour les raisons que vous mentionnez, c'est que pour nous, les leviers étaient différents. Un, parce que ça s'adresse à un parent vis-à-vis de son enfant. Donc déjà, on sait que dans le terme de santé, les leviers d'action vont être différents lorsque c'est pour soi-même et versus quand c'est pour mon enfant. Deux, en effet, le moment était un peu différent. On est autour d'un projet de santé, on va dire, d'un projet pas très bon, mais voilà, d'une vision de santé. Et donc, forcément, c'est un peu différent. Et donc, ça a fait qu'on n'a pas souhaité l'analyser parce qu'on vraiment voulait s'attacher au dépistage de l'adulte pour lui-même. Pour autant, sur votre deuxième point, qui est de ce lien qu'on peut faire entre l'enfance qui nous amènera jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à être une personne âgée, et sur la place que la santé doit avoir. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que pour nous, c'est certain que mettre en place des habitudes de santé, alors nous, on l'a fait à partir de 18 ans dans la note, mais en effet, ça peut même être avant. Avant, c'est quand même souvent le parent qui va prendre part, donc il y a un levier d'informer plus que de rendre actif le mineur, on va dire. Mais à partir de 18 ans, de s'assurer qu'on ait des habitudes de santé. Et c'est ça un peu la problématique qu'on voit aussi aujourd'hui, et c'était mentionné par Charlotte Berthaud précédemment. Entre 18 et 50 ans,
Alors, les femmes vont être plus suivies à travers le cancer du col de l'utérus, le dépistage du cancer du col de l'utérus et la grossesse. Mais les hommes, entre 18 et 50 ans, sans symptômes majeurs, n'ont vraiment aucun intérêt ou aucune incitation à aller se faire dépister de quoi que ce soit ou aller même dans un parcours de santé de manière proactive. Or, chaque temps passé à ne pas être intégré à des habitudes de santé, c'est une nouvelle habitude à créer à l'avenir. Et ça peut être lié aussi à la vaccination. Là, ma note est très centrée sur le dépistage, mais c'est vrai qu'on peut voir qu'il y a des leviers qui sont les mêmes avec la vaccination, où là aussi, on a des taux qui sont assez non satisfaisants. Et quand on parle sur l'augmentation des pathologies chroniques et le vieillissement de la population, on sait que la vaccination va avoir un rôle à jouer sur la soutenabilité de notre système. Mais si on a des habitudes de santé qui intègrent dépistage, bonnes habitudes de santé, check-up, vaccination, voilà, tout une pluralité d'outils qui aillent vers être un citoyen en bonne santé. C'est pour ça que nous, c'était vraiment cette notion de capital santé qui, en fait, s'intègre parfaitement avec la question de la prévention. Ça sera bien plus facile par la suite. Et donc, on a vraiment besoin aujourd'hui de parier sur, déjà, donner confiance et faire confiance aux générations futures pour qu'elles deviennent demain des acteurs de leur propre santé. Et pour la population actuelle, essayer de créer ces moments. Alors nous, dans la note, par exemple, on mentionnait que ça pouvait être pertinent, lors de la grossesse des femmes, de parler aux partenaires de dépistage, de parler santé, d'utiliser ces moments où on est déjà en train d'accompagner quelqu'un qui va faire des check-ups, qui va faire des dépistages, etc., à justement le faire soi-même peut-être, et en tout cas créer des nouveaux moments pour s'assurer de rester actif dans sa préservation de son capital santé. Merci. Merci beaucoup. Catherine Brabant. Oui, merci. Oui, alors moi, je travaille dans une association syndromique. Donc, merci, Monsieur Côté, d'avoir évoqué le cas du dépistage néonatal qui est effectivement très prégnant chez les familles qui travaillent, qui vivent des histoires syndromiques qui sont des événements dans la vie qui sont absolument pas comparables avec la vie ordinaire. Donc, de toute façon, moi, je ne ferai pas justement de parallèle. Il n'y a pas de parallèle à faire, à mon avis, entre les deux situations d'un contexte complètement ordinaire et d'un contexte plutôt extraordinaire. Mais je pense, alors je remercie quand même d'en avoir fait part, parce qu'effectivement, il suffit d'être dans une situation plus ou moins extraordinaire pour fouiller cette notion de dépistage, qui est aussi là, pour le coup, avec une dimension éthique qui est très très loin d'être négligeable. Alors, je voudrais remercier Monsieur Dubois parce que j'ai trouvé son intervention passionnante, ainsi que, je ne sais plus son nom, cette femme qui a créé sa start-up Dépistez-vous, que j'ai trouvé aussi tout à fait passionnante. Je prends complètement conscience de la complexité, l'énorme complexité du comment parler, comment donner confiance, comment parler de cette notion qui fait peur, qui fait effectivement très peur. Alors là, on agit sur la vie de la personne, tout ce que la personne on a envie de justement déprogrammer la personne à penser tout ce qu'elle pense. Alors effectivement, moi je ne pense pas du tout que le médecin soit la bonne personne pour faire de la prévention, mais vraiment pas, parce qu'il n'a pas le temps, il n'est pas formé, il n'est pas assez humain. Je pense que malheureusement, les médecins dans leur exercice n'ont pas le temps, donc ils finissent par assez mal accueillir
le malade, justement. Donc, je pense que c'est pas la bonne personne. La bonne personne, c'est, comme le disait cette dame avec sa start-up, c'est quelqu'un de beaucoup moins typé, de beaucoup plus écoutant, agissant dans un cadre assez neutre, pourquoi pas effectivement à l'école des prises de parole d'intervenants qui pourraient parler de la santé. Enfin, la santé, c'est quelque chose d'effectivement très important. Et là, il y a des ambiguïtés, comme évoquait M. Dubois, parce qu'effectivement, le médecin inconsciemment voudrait trouver la maladie, la personne ne veut absolument pas être malade, etc. Tout ça, c'est des trucs très profonds, c'est des choses très profondes. Alors, est-ce qu'on peut agir sur ces choses très profondes ? Certainement, si on analyse encore plus profondément, parce que effectivement la santé publique, on pourrait aussi penser, mais écoutez, c'est pas si compliqué que ça. On est en bonne santé, il faut rester en bonne santé, la santé coûte cher pour tout le monde. Ça, c'est des choses qui sont beaucoup plus simples, comme voilà, qui n'interviennent pas sur qui est la personne profondément. C'est des choses que chacun doit pouvoir intégrer relativement facilement. C'est la façon de les écouter et de rentrer dans la réalité de ça qui est importante. Et je pense qu'effectivement, à l'école, ça doit arriver très très vite à l'école chez des enfants très jeunes de pouvoir parler de la santé. À mon avis, c'est très important. Et puis après, partout dans des lieux plutôt neutres, avec de façon moins matraquage, vous voyez, parce que on a connu le matraquage, hein, alors, et on le reconnaîtra peut-être encore, le matraquage du gouvernement. Les gens disent un peu n'importe quoi. Faut faire attention. Et quand on est perdu, on l'a vu pour le Covid, quoi. C'était des avalanches d'ineptie totale. Et ça, c'est difficile à supporter. C'est-à-dire qu'on a moins envie d'aller voir les gens après pour leur dire qu'on voudrait être dépisté. Je pense qu'il faut faire très attention au matraquage. Bon, sauf si demain, il y avait la peste, la bactérie de la peste. Là, je pense qu'on pourrait avoir un certain matraquage, mais... Sur cette question du changement de culture, excusez-moi, je vous interromps. Margot, est-ce que justement il y a d'autres choses en dehors de celles qu'on avait pu évoquer précédemment? Pardon? Oui, changement de culture? Oui, changement de culture. Je vais poser la question à Margot. Ah oui. Non, mais en effet, et c'est pour ça que le levier de l'information est particulièrement autant important qu'il faut le prendre avec précaution, c'est-à-dire ce changement de culture, il doit aller de pair entre information et formation. Communiquer largement sur des sujets, mais permettre aux citoyens de comprendre l'information qu'on lui donne, s'assurer de la véracité. On sait par exemple, alors c'est quelque chose de tout bête, mais un exemple en termes aussi de nudge, ou en tout cas de petites barrières existantes. C'est-à-dire que quand vous allez vous faites une recherche sur une pathologie ou sur un dépistage, vous tombez sur le site de l'assurance maladie et là, on vous demande de mettre votre code postal. Alors, en réalité, c'est pensé pour favoriser l'information vraiment précise sur les, par exemple, sites ou les informations, si elles existent, dans votre lieu de vie. Pour autant, plein de gens qui veulent juste une information sur une pathologie ou un dépistage vont se retrouver à faire marche arrière et pas aller au bout de leur démarche, alors même que le site de l'assurance maladie permet d'avoir des informations vérifiées et vérifiables, par ce petite demande d'information, mais qui fait une barrière réelle. Donc, il y a clairement ce besoin aussi de s'assurer que l'information donnée, 1, est accessible, 2, est vérifiée et vérifiable, et 3, qu'elle soit fluide, que dans le parcours qu'on propose aux citoyens, il y ait une fluidité et une confiance qui est évidemment essentielle
pour que le dépistage et la prévention de manière globale soient vraiment au centre de notre politique de santé pour aujourd'hui et pour demain. Merci. On a une dernière question de Quentin Riodel. Enfin, je te donne la parole. Merci Germain. Bonjour madame. Alors une question, je suis Quentin Riodel, je travaille chez NIL. Une question sur... tout à l'heure vous avez évoqué que l'enjeu, en fin de compte, autour du dépistage, c'est vraiment l'accès. En évoquant notamment, donc, vous avez évoqué les professionnels de santé à mieux intégrer avec la triptyque infirmier, pharmacien et médecin. Dans l'analyse des modalités de dépistage que vous avez pu réaliser, j'imagine que vous avez pu comparer aussi les différents pays. Et une question, c'est dans quelle mesure, en fin de compte, la simplification technique du dépistage permet son adhésion. Là, je détaille. Par exemple, sur certaines pathologies, je pense notamment au diabète de type 1 ou l'hépatite C. Est-ce que vous avez pu observer que la mise en place d'un dépistage via des kits à domicile ou de TROD permet vraiment d'accroître le recours et l'adhésion au dépistage dans certains pays qui mettent en place cette stratégie-là, versus d'autres qui ne le mettent pas en place? Alors, merci beaucoup. On n'a pas forcément pu pousser l'analyse sur ce type de comparaison, déjà parce que c'est très compliqué de savoir exactement la cartographie et en fait la réalité de qui aujourd'hui utilise ce type d'outils. Ce qu'on a pu, ce à quoi on a pu réfléchir et ce qu'on a pu regarder, c'est quand même que évidemment on fait du peur du protocole, plus le protocole va être simplifié, indolore, et tout en étant vérifié, assurant une qualité dans le dépistage, plus évidemment ça sera un outil et un vecteur de facilitation, ça c'est certain. L'autre levier important à prendre en compte aussi, c'est que quand on regarde le dépistage, et ce qui permet aussi de regarder ces populations plurielles, on va dire, on voit aussi que très souvent, la simplification d'outils va être utile pour les personnes qui déjà auraient été se faire dépister. C'est-à-dire, par exemple, si on regarde le cas du Danemark, dans les bus qui vont faire des mammographies, alors après, c'est très lié à chaque pays, ça ne veut pas dire que c'est pareil en France, mais eux, par exemple, ont vu, en faisant une évaluation, que les femmes qui allaient faire la mammo dans ces bus étaient en fait des femmes qui allaient déjà faire leur dépistage par ailleurs. Donc, c'est un peu plus difficile de s'assurer que de rendre l'accès facilité permettra forcément d'aller trouver les personnes qui aujourd'hui n'adhèrent pas au dépistage. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en place une analyse ex ante, puis après ex post, pour essayer de comprendre par groupe de population quels sont les leviers qui vont fonctionner pour eux. Et est-ce que ça va être faciliter le protocole de manière globale? Pour certains et pour les personnes les plus éloignées aussi, on sait que par exemple la Suède met en place des rendez-vous automatisés. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance à bien fonctionner parce que une fois qu'on a un rendez-vous déjà pris, il faut agir pour aller justement changer mon rendez-vous. Et donc voilà, avec ces actions-là, on a quand même déjà un pas vers le dépistage et après, ça peut être utile. Donc en fait, voilà, ce qu'il faut faire, c'est penser l'accès dans toute la pluralité des barrières aujourd'hui qui existent dans cet accès pour les populations et ne pas faciliter l'accès de manière uniforme, on va dire, parce que ça, parfois, ça peut finalement ne pas permettre d'avoir les résultats escomptés. Merci beaucoup. Il est 10h02, on arrive à la fin de ce Café Nil. Je veux vous remercier très sincèrement pour votre présentation et puis pour la clarté et la précision de vos réponses. On vous tiendra informé par le biais de notre liste de diffusion des prochains Café Nil et puis des thématiques qui vous seront proposées. Donc, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de vous inscrire directement sur la page de notre site internet. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain Café Nil. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, madame. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.